Monsieur Ababakar Sadikh Bey, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À l'intention de nos téléspectateurs, je précise que vous êtes ingénieur statisticien, ministre conseiller jusqu'ici donc, jusqu'à votre nomination au poste de directeur général de l'ANSD, ministre conseiller chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Washington, avec une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur privé américain. Alors l'autre expérience acquise est dans l'élaboration des documents stratégiques des politiques de développement au niveau de certains organismes internationaux, comme le PNUD ou encore le FUNIAP. Alors, l'exercice va consister naturellement à partager les résultats du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, un document qui a été publié dans le courant de la semaine. Alors, avant d'aller dans le fond, nous allons essayer avec vous de comprendre le système statistique au Sénégal. Avec une question qui va vous permettre et nous permettre de comprendre un peu les missions de votre structure. Alors, quelle est l'importance donc des statistiques et partant de l'ANSD dans le développement de l'économie de notre pays? Je vous remercie, Oumar, de l'invitation. Je voudrais en profiter pour vous féliciter pour la qualité de l'émission Point de vue, qui est une émission largement suivie dans la diaspora. Merci. Pour venir à votre question sur le rôle et mission de l'ANSD, comme vous l'avez dit, il est peut-être plus indiqué de, disons, regarder le contexte dans lequel l'ANSD exerce ses missions pour mieux comprendre cette mission et ce rôle. L'ANSD fait partie intégrante de ce qu'on appelle le système statistique national. Le système statistique national, c'est un partenariat. C'est un partenariat entre, d'une part, les producteurs et fournisseurs de données statistiques et d'autre part, les utilisateurs. Donc les utilisateurs, c'est principalement les pouvoirs publics, c'est le secteur privé, c'est le monde de la recherche, c'est les universités, les écoles, et d'une manière générale, le secteur, le grand public et bien entendu, les partenaires techniques et financiers. Entre les deux, vous avez tout un système, un certain nombre d'organes de coordination. À la tête de cet ensemble, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de la statistique. C'est un organe d'orientation qui est présidé par le Premier ministre et c'est en réalité cet organe qui définit la politique statistique de la nation. Je devrais dire en fait que cet organe propose au gouvernement la politique statistique de la nation. Et cet organe a un bras technique qui est appelé le comité technique des programmes statistiques qui est présidé par l'ANSD. Comme en second niveau dans ce système statistique national, vous avez bien entendu l'ANSD qui assure la coordination de ce système. L'ANSD est une agence d'exécution qui est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion. Je reviendrai un peu plus en détail sur ses missions et son rôle. Mais aussi dans cet ensemble du système statistique national, vous avez donc tous les départements sectoriels, les ministères qui produisent aussi des statistiques publiques. D'accord. Mais cette politique statistique dont vous parliez, quelle est son importance dans l'économie du Sénégal? Voilà, alors, vous savez, il y a un homme public américain qui disait que si on ne sait pas où on va, tous les chemins sont bons. Ça veut simplement dire que sans stratégie, il n'y a pas de feuille de route et sans feuille de route, on ne peut rien évaluer, on ne peut pas corriger. Bref, on fait du pilotage à vue. Et l'ANSD a un rôle d'instrument de mesure, donc si vous voulez, de la santé au niveau des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux, comme des indicateurs démographiques. Donc son premier rôle est d'assurer la coordination de tous ces systèmes, mais il a un rôle aussi de produire
tous les indicateurs qui donnent une idée de la bonne santé de l'économie. D'accord. Vous avez par exemple chaque mois des indicateurs des prix à la consommation. On élabore même maintenant des indicateurs du coût de la construction. Donc tout ça, c'est pour donner un système de mesures qui permet de piloter cette économie. D'accord. On peut dire que c'est des orientations que vous donnez au pouvoir public pour les aider plutôt à savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, où ces pouvoirs publics l'avons. C'est ça, je parlais de stratégie tout à l'heure parce qu'on ne peut pas planifier les projets et programmes de développement d'un pays. C'est valable pour les entreprises aussi. On ne peut pas piloter des programmes et des stratégies sans que ça soit quantifié, sans que ça puisse être mesuré. Et c'est peut-être un peu la faiblesse dans le management en général dans nos pays, c'est que on n'a pas souvent recours à des objectifs quantifiés qu'on peut suivre et corriger dans le temps. Et l'ANSD joue ce rôle autant pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé. On fournit les données statistiques qui permettent véritablement de faire un bon management des systèmes. Alors parfois on assiste dans le débat économique à une sorte de polémique sur les chiffres, que ce soit au niveau de la croissance, que ce soit au niveau du PIB et même récemment au niveau de la pauvreté dans le milieu rural. Alors le plus souvent, on ne sent pas la structure, l'ANSD, monter au créneau peut-être pour apporter la lumière sur ces questions-là. Oui, d'abord c'est heureux qu'il y ait ce débat. C'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus de débat sur l'économie. On aimerait que les chiffres de la statistique soient beaucoup plus utilisés dans les débats en général. Pour cette fois-ci, je vois qu'il y a une polémique qui n'aurait jamais dû avoir lieu. En réalité, si on comprenait un peu le rôle de chacun et ce que le chiffre veut dire véritablement. Et là, c'est vrai que l'ANSD a un rôle un peu de diffusion de l'information. Je suis sûr que dans les mois à venir, vous verrez, il y aura une différence au niveau de la diffusion, mais en réalité, notre rôle n'est pas de qualifier l'information. L'ANSD n'a pas un rôle d'analyste. C'est vrai que nous produisons l'information à la disposition de tout le monde, libre à chacun de pouvoir l'interpréter. C'est vrai que quand l'interprétation est abusive, l'ANSD devrait pouvoir intervenir et expliquer un peu plus les chiffres. Maintenant, pour revenir à votre question sur la polémique, je disais qu'en réalité, cette polémique n'aurait jamais dû avoir lieu. Je rappelle seulement que au premier trimestre 2014 aux États-Unis, le département du commerce a publié le premier trimestre du PIB. Il avait estimé à plus 0,1%. Un mois plus tard, ils l'ont révisé et l'ont porté à moins 1,7%. Et plus tard, ce chiffre a été révisé à moins 2,9%. Et l'explication qu'on a donnée, c'est que il y avait les rigueurs du froid qui étaient mal estimées, mais plus fondamentalement que tous les comptes n'étaient pas encore bouclés, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui se passe ici dans notre pays aussi et dans tous les pays du monde. Ça veut dire quoi? Que les chiffres ne sont pas statiques? Voilà, c'est ça. C'est que dans toutes ces institutions-là, vous avez un chronogramme dans la diffusion des données. Vous avez des normes de diffusion. Pour la statistique, par exemple, à N-3, vous devez produire les chiffres provisoires. À N-2, vous devez produire les chiffres semi-définitifs. Et à N-1, vous donnez les chiffres, disons, définitifs. Donc vous avez les provisoires, semi-définitifs, et définitif. Et définitif, c'est N-3. Donc, c'est pour simplement dire que quand on respecte ce chronogramme à la lettre, ça veut dire qu'on peut publier des résultats
où on n'a pas bouclé tous les états financiers. D'accord. Il est donc difficile dans ces conditions d'avoir les bons chiffres, les chiffres crédibles. Si on le comprend, le chiffre, on l'utilise par rapport à son degré de maturité, n'est-ce pas? Un chiffre qui est provisoire et on l'utilise de façon avec beaucoup plus de précaution qu'on utilise un chiffre définitif. Donc si on comprend le chiffre, et là c'est notre rôle en réalité de venir davantage expliquer ce que contient le chiffre, ce que veut dire le chiffre, pour que dans l'utilisation on soit un peu plus parcimonieux, on soit beaucoup plus cautious, de sorte que l'interprétation est plus aisée. Je dois dire que pour les pays développés, le risque est encore plus grand, parce que quand vous avez 3 points qui séparent l'estimation et la réalité, vous avez déjà une information qui est incorporée déjà dans le marché financier, par exemple. Donc vous avez dans ces pays une maturité et une compréhension du chiffre qui fait que quand on a des données provisoires, même si on les utilise, on sait comment les utiliser. Et je pense qu'il viendra un jour au Sénégal, pas loin dans le cours du temps, où on aura une meilleure maîtrise de cette information. En définitive, on peut dire quoi? Que les polémiques sur les chiffres sont naturelles, c'est ça? Non, en réalité, les polémiques sont naturelles d'une part. Les polémiques sont pas toujours bonnes, mais dans le cas d'espèce, puisqu'on est toujours dans l'apprentissage, on est encore des économies en construction. C'est heureux de voir qu'on en parle. On aurait aimé qu'on en parle moins dans un style polémiste, que ça soit plus des échanges, mais c'est dans le cours des choses, et je suis sûr qu'on arrivera à un point où les chiffres de la DPE et les chiffres de la statistique vont cohabiter, et les analyses qu'on en fera seront des analyses appropriées. D'accord. En attendant, on arrive à l'actualité. C'est le recensement qui vient de livrer ses secrets. Alors, l'objectif ou les objectifs de cette opération, c'est quoi exactement? Voilà, je voudrais juste préciser avant de venir aux objectifs dans le cadre du système statistique national que l'ANSD donc joue ce rôle de coordination, d'animation et de renforcement des capacités, mais aussi de formation à l'intérieur de l'ANSD. Vous avez l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique qui forme les statisticiens pour tout le système. Vous avez aussi 14 services régionaux qui participent à la coordination statistique, à la production statistique. Et ces services régionaux font un travail de qualité en appui aussi au commandement territorial. Très bien. Alors, le recensement. Voilà, pour le recensement, fondamentalement, il y a 4 objectifs qui sont visés. Et pour ce recensement-ci, nous avons eu pour la première fois une combinaison d'un recensement de la population et de l'habitat, d'une part, et un recensement de l'agriculture et de l'élevage. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Et ici, les enquêtes portaient sur la population, l'habitat. Surtout population et habitat. Cette fois-ci, on a introduit un objectif de collecter les données de structure, non seulement pour la population et l'habitat, mais on a collecté des données de structure pour l'agriculture et l'élevage. Un troisième objectif, c'est de collecter les données pour les bases de sondage. Vous savez que le recensement se passe normalement tous les 10 ans. Entre les deux, il faut des enquêtes pour collecter des chiffres qui ne peuvent pas attendre les 10 ans. Et pour cela, on a besoin de bases de sondage qui puissent être aussi exhaustives que pouvoir donner une estimation d'un chiffre qu'un recensement donnerait parce que simplement
on a un système d'échantillonnage qui est représentatif. Donc un quatrième objectif aussi, c'est de collecter des indicateurs sociaux, économiques et démographiques pour le suivi des politiques et programmes de développement, notamment pour le plan Sénégal émergent par exemple. D'accord. Je reviens sur la composante agriculture-élevage. Qu'est-ce qui sous-tend la démarche ici? Pourquoi vous avez voulu cette fois intégrer cette composante-là? On en revient toujours encore au rôle de l'ANSD. On a parlé d'objectifs quantifiés quand on veut faire de la vraie planification. Aujourd'hui, l'agriculture est au centre des préoccupations du plan Sénégal émergent. C'est une composante essentielle pour que le Sénégal puisse arriver à l'émergence en 2035. Ça veut dire que pour bien maîtriser ce secteur, il faut d'abord le connaître. Il faut en connaître les structures, il faut en connaître les dynamiques, il faut pouvoir le suivre. Aujourd'hui, on n'a pas une maîtrise des indicateurs de structure, autant pour l'agriculture et surtout pour l'élevage. On ne peut pas... j'ai suivi l'émission je pense que c'était la semaine passée avec Madame le ministre de l'élevage. Il y a 2 semaines. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'elle expliquait sur le cheptel, par exemple, il y a un besoin d'avoir un dénombrement, de savoir où se trouve le cheptel, combien. De la même façon pour l'agriculture, on doit pouvoir disposer des espèces qui sont cultivées et les surfaces qui sont emblavées, où est-ce qu'elles se trouvent, la taille moyenne des surfaces cultivées, etc. Les types de sols, tout cet ensemble-là donne aux planificateurs des moyens de pouvoir être beaucoup plus stratégique. Et peut-être qu'on reviendra sur la méthodologie et je pourrais revenir un peu plus en détail. D'accord, c'est vrai que concernant par exemple l'élevage, actualité oblige, on va vers la fête de Tabaski et on sait le problème ou les difficultés qui surviennent souvent quant à l'approvisionnement du marché en moutons de Tabaski. C'est vrai que les services du ministère de l'élevage comptent beaucoup, ou comptaient en tout cas avec beaucoup d'attentes sur les résultats de cette enquête pour voir un peu le cheptel disponible. Et l'enquête révèle que les pratiques d'élevage touchent environ 28% de la population, c'est ça? 28% des ménages agricoles. Des ménages agricoles. Voilà, l'enquête, on doit dire le recensement. Hein. C'est le recensement, c'est un exercice exhaustif. Hein. C'est un recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Donc, une des questions dans le recensement était de connaître l'activité pratiquée par le ménage et sur la base de cette question, on a pu identifier 755 000 Sénégalais qui pratiquent l'élevage. Donc ça représente 45% des ménages, je devrais dire 755 000 ménages qui sont des ménages agricoles. C'est à peu près 45-46% des ménages. Maintenant, à l'intérieur de ces ménages, vous avez 28% qui sont donc des ménages qui pratiquent l'élevage. Et nous devrions être dans les dispositions après l'enquête approfondie qui se fera sur la base des données de structure. Nous devrions être plus précis dans le dénombrement du cheptel. D'accord. Alors, sur quelle base s'est effectuée cette opération-là? Comment vos services ont pu quantifier un peu cette population-là? Alors, ça, c'est une excellente question qui me permet en même temps d'expliquer un peu la méthodologie du recensement, mais aussi de montrer en quoi le système statistique national
est un bon système. Fiable. Et fiable, et c'est un système qu'il faut continuer à construire, parce que c'est un système qui est en construction. C'est ça. L'ANSD étant la colonne vertébrale, fait de son mieux pour faire animer ce système. Et dans le cadre du recensement, vous avez véritablement un exemple de comment le système devrait marcher. C'est ça. Et pour parler du recensement, j'ai amené cette carte-là. Je ne sais pas si oui, on peut le montrer. Allez-y. Mais c'est la première étape d'un recensement, c'est de faire ce qu'on appelle la cartographie. Donc tout le pays et l'ensemble du territoire national est partitionné en ce qu'on appelle les districts de recensement. Les petites parcelles que vous voyez ici avec des formes géométriques différentes sont ce qu'on appelle les districts de recensement. Donc le pays a été partitionné en 17 165 districts de recensement. District de recensement, ça veut dire quoi exactement? Voilà, le district... Est-ce que, parce que le profane qui vous écoute a peut-être une question naturelle, est-ce que vous avez été dans toutes les maisons, par exemple? Voilà, c'est une bonne question. Donc, les 17 165 districts de recensement. Le pays a été partitionné en ces petits ensembles avec la contrainte que chaque district contienne entre 800 et 1000 habitants pour que la charge de travail d'un agent recenseur ne soit pas trop faible ni trop lourde. Donc un district de recensement, si vous habitez Castor par exemple, c'est juste un carré de maison. Et là, c'est représentatif du quartier. En fait, pas représentatif, mais c'est carrément le quartier. Donc, l'agent recenseur a l'obligation de parcourir toutes les maisons, toutes les concessions qui sont dans son district de recensement. Et c'est là où c'est intéressant parce que avec la technique utilisée dans le cadre de la cartographie, vous quadrillez tout le pays. Tout le pays est quadrillé et on fait en sorte que chaque agent a une toute petite parcelle qu'il a en charge. En Wolof, on pourrait dire c'est ça. C'est un peu ça, la philosophie, et ça rend un peu plus facile le management de la collecte. Parce que quand cet agent de recensement est responsable d'une localité, cet agent a déjà parcouru et sait exactement combien de ménages habitent ici, et il a une technique pour aller autour de ces maisons. Ils étaient combien ces agents recensés? Voilà, le nombre d'agents correspond exactement au nombre de districts de recensement. Et je dois en profiter pour dire que donc, dans le cadre de ce recensement, chacun de ces agents disposait donc d'un outil pour la collecte, en l'occurrence les PDA, qui nous ont été prêtés par le Brésil. PDA, ça veut dire quoi? Voilà, alors PDA, c'est... je pense que c'est Personal Digital Assistant, c'est des ultra portables, c'est comme les, disons, c'est des ordinateurs ultra petits qui permettent donc de collecter l'information et de le transmettre par voie Internet. Là aussi, je voudrais faire juste une pause ici pour magnifier un peu le travail qui a été fait par les agents de l'ANSD, parce que le Brésil nous a prêté les PDA qui sont venus avec juste un système d'exploitation. Donc tout le travail de développement, les logiciels qui étaient intégrés dans ces PDA ont été conçus ici, dans le pays. Les tests ont été faits ici, les contrôles de qualité, la transmission des données. Et je disais tout à l'heure que
l'opération du recensement a permis de tester le système statistique national et ça s'est passé avec le concours de tous les autres secteurs producteurs, y compris les opérateurs de téléphonie qui ont donc mis à notre disposition les clés USB qui étaient utilisées pour la transmission des données. Donc chaque jour que l'agent collectait des données, le même jour, avec sa clé et avec les postes finances dans les différentes localités, le niveau central a reçu les données collectées. D'accord. Alors on peut parler ici d'une nouveauté à travers cet appareil dont vous parlez, PDA. Avant, pour comprendre la nouveauté, avant ça se faisait comment? Alors c'est intéressant parce qu'avant, ça se faisait d'abord sur papier. Oui. Et quand on le fait sur papier, il y a beaucoup plus de risques d'erreur. Par exemple, les contrôles qualité. Avec les PDA, si vous collectez une donnée où une personne vous dit j'ai 15 ans et j'ai 8 enfants, ça passe pas. Absolument. Là, le PDA, le contrôle qualité vous dit regardez bien l'information. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas vraisemblable, en tout cas. Et donc là, vous avez sur le papier, l'information serait passée et on aurait collecté tout ce papier dans des cartons et de Chilogne, on les aurait mis dans des camions avec tout le risque qu'il y a dans le transport. D'accord. Alors, ça vous a coûté combien déjà en termes de moyens? Voilà, donc là aussi c'est un effet, c'est une rareté en Afrique puisque le gouvernement du Sénégal a financé l'opération de recensement à hauteur de 13 milliards, ce qui constitue à peu près 95% du budget. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier donc les pouvoirs publics pour avoir compris le sens et la pertinence, l'importance de l'opération. Alors, au résultat, la population résidente au Sénégal est évaluée à 13 508 715 habitants. Alors, on note ici une sorte d'évolution démographique parce que en 1960, je crois, on était à 3 millions, récemment à 12 500 000, aujourd'hui 13 500 000. Alors, quel est l'enseignement majeur qu'il faut tirer de cette poussée démographique-là? Alors, l'enseignement majeur qu'il faut tirer, c'est peut-être de deux ordres. Un, c'est la jeunesse de notre population. Donc vous avez... ça c'est une confirmation. C'est une confirmation de la jeunesse de notre population avec un âge médian de 22 ans. De 18 ans. 18 ans. Donc la moyenne d'âge est de 22 ans, ouais. Mais l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui partage la population en deux parties égales, est à 18 ans. Donc ça veut simplement dire qu'on a 50% de la population du Sénégal qui a moins de 18 ans. Et si vous regardez un peu plus la répartition, la structure par âge, vous verrez que pratiquement 69,7-70% de la population a moins de 30 ans. Ça, c'est une confirmation de la jeunesse de notre population. Le deuxième enseignement, c'est toujours dans l'ordre de la jeunesse de cette population, c'est les mutations démographiques qui sont en train de se passer. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un des rôles de l'ANSD aussi de regarder les chiffres et de dire voici ce que nous observons. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des mutations démographiques aujourd'hui qui doivent concerner tout le monde. Et les implications sont extrêmement importantes. Oui, en parlant de mutation démographique, exactement, vous voulez dire quoi? Vous parlez de quoi exactement? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se profile à l'horizon, la tendance qu'on a déjà amorcée, c'est une tendance de rajeunissement de la population qui va continuer. Pour une génération... De plus en plus, on aura une population jeune. Absolument. Donc il y a une vague qui va se renouveler et qui va avoir des implications
pour tout le monde, non seulement pour les autorités publiques, mais pour le secteur privé, pour les chefs religieux, pour les leaders d'opinion. Tout le monde est concerné par ce qui se passe. Maintenant, c'est un phénomène qui est expliqué par la combinaison de deux phénomènes. Hein. Donc, il y a d'une part une baisse drastique de la mortalité. On a fait des efforts énormes en matière de santé, ce qui nous permet d'avoir des gains sur la mortalité. Mais en même temps, la natalité reste un peu plateau. Alors, le recensement de cette année a permis d'estimer l'indice synthétique de fécondité à 5,1. Le recensement précédent, on était à 5,3. Ça veut dire que sur les 12 ans, on n'a pratiquement pas bougé en termes de natalité, mais la mortalité baisse. C'est ça qui explique un peu la poussée. Donc baisse de la mortalité et niveau élevé, si on peut dire, de la fécondité. De la natalité. On est plus qu'on ne meurt. Voilà, disons qu'avant, ce qu'il y avait, et c'est là peut-être qu'il faut expliquer ce qu'on entend par transition démographique. Donc on passe d'une forte mortalité et d'une forte natalité, ce qui se traduit par un faible croît démographique, à une combinaison d'un faible taux de mortalité et d'un faible taux de natalité. Donc, quand on va de l'un à l'autre, on a achevé la transition démographique. Ça veut dire que les pays européens aujourd'hui, les pays développés, ont achevé leur transition démographique. C'est pour ça qu'on parle de vieillissement de la population en Europe. Ils sont arrivés à des taux de natalité faibles et des taux de mortalité faibles. Nous, on est entre les deux. Il y a un décalage entre les gains en termes de mortalité et les gains en termes de natalité. Mais l'idéal, c'est quoi? Ça, c'est pas mauvais, non? Est-ce que on devrait avoir une hausse de la mortalité et peut-être une baisse de la fécondité? Quel est l'idéal ici? C'est quoi? Disons que c'est un phénomène, j'allais dire même fatal. C'est-à-dire que c'est ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gains de mort dans la mortalité, ça va continuer à baisser. La natalité va baisser aussi. Je veux simplement dire par là que notre population aussi va vieillir. On va arriver au même point où se trouve aujourd'hui l'Europe avec des faibles taux de natalité et des faibles taux de mortalité. Entre les deux, on va passer par la transition démographique. Ça veut dire qu'on aura, les gains en mortalité seront beaucoup plus rapides au départ que les gains en natalité. Il y a un décalage. C'est ce décalage qui explique que la jeunesse de la population. Les tendances sont beaucoup plus lourdes. Il est beaucoup plus difficile de faire bouger la natalité, de la faire baisser. En tout cas, l'observation, c'est que les gains en mortalité sont beaucoup plus rapides. Et nous, on est dans cette phase où nos gains en mortalité, surtout la mortalité infanto-juvénile, qui est à 79 pour 1000, alors qu'on était dans les 140. Ça c'est un enjeu important que les pouvoirs publics doivent comprendre. Est-ce que c'est le cas actuellement? Absolument. C'est le cas, c'est pas le cas. C'est le cas parce que quand vous interrogez les démographes, ils en parlent. Mais quand vous interrogez les économistes, ils n'en parlent pas. Et c'est là peut-être qu'il faudrait qu'on marque une pause et qu'on commence à parler en synergie et qu'on arrive à combiner ce qu'on voit dans les mutations démographiques et en quoi cela peut impacter sur les performances économiques. C'est ça. Vous savez, il y a eu un débat depuis le XVIIIe siècle avec les économistes comme Thomas Malthus qui a fait un essai sur le principe de population où il expliquait
la croissance rapide de la population empêcherait le développement économique. Et je dois dire ici qu'il y a un papier très intéressant qui a été écrit par un expert du CEPOD, mon ami Babacar Ndir, qui devrait partager un peu plus et qui explique véritablement les enjeux. Aujourd'hui, cette tendance, disons que les précurseurs de Malthus sur les effets néfastes de la croissance démographique sur l'économie, disons qu'ils n'ont plus voie de fait. Et cette théorie a beaucoup influencé les pratiques et politiques de population dans les années pour les pays en développement. Mais cela a été questionné et on est arrivé à démontrer qu'il n'y avait pas vraiment une relation directe expliquant le croît démographique, comment il serait néfaste à la croissance économique. De nos jours, le consensus semble dire qu'il y a en réalité une influence de l'évolution, disons, de la pyramide des âges peut avoir une influence significative. Je dis significative, je ne le qualifie pas ni dans le bon sens, ni dans le... En tout cas, une influence significative dans les performances économiques. Alors, ça veut dire que si on le prend en compte, si on comprend les enjeux, et si on comprend la dynamique qui se trace et qui va, disons, impacter notre vie sur les 50 ans à venir, on devrait, c'est un must en réalité. Il faudrait qu'on s'arrête et qu'on regarde comment tenir en compte ces implications. En termes clairs, on a une population jeune. C'est ce que révèle le recensement. Alors, quel est l'impact, quel est l'effet de cette situation-là sur, par exemple, notre économie, dans le cadre sénégalais, dans le contexte sénégalais? Ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je dirais que aujourd'hui, ces mutations démographiques, la transition démographique est en fait le meilleur allié du plan Sénégal émergent. Ou en tout cas devrait l'être. Parce que cette poussée démographique, c'est une ressource humaine. C'est un changement fondamental qui va permettre une accumulation du capital qui se traduirait donc par les investissements. Alors, le PSE, c'est quoi? Fondamentalement, c'est un changement, c'est une transformation structurelle de notre économie. Il n'y a pas meilleur levier de transformation structurelle d'une économie que ces ressources humaines. Absolument. Ça veut dire que ces mutations devraient non seulement influencer ce qui se fait dans le plan Sénégal émergent, mais devraient influencer même les politiques budgétaires. Je m'explique. Le recensement a montré, par exemple, que le taux de formation professionnelle est très bas. Nous avons une population où, en tout cas sur la base des déclarations, il y a 86,9% qui déclarent n'avoir reçu aucune formation professionnelle. Et en même temps, on a une population, une jeunesse en abondance, mais qui cherche à travailler, mais n'a pas de qualification. C'est ça. C'est un enjeu. Alors, il faudrait qu'on tienne compte de cela, qu'on ait une politique de formation professionnelle qui puisse préparer cette jeunesse-là à la compétition internationale. Cette jeunesse doit être beaucoup plus
préparée et beaucoup plus, disons, mise dans les dispositions pour être productive. C'est ça. Et c'est un peu ça l'alerte que, disons, la lecture de ce recensement donne. Ce que je voudrais surtout suggérer, c'est que c'est la prise en compte de ces mutations dans nos politiques. Donc cette jeunesse de la population n'est pas mauvaise en soi. Il faut peut-être chercher à tirer profit de cela, c'est ça? Exactement. Et je disais que pour avoir une transformation structurelle, il n'y a pas mieux. Parce que c'est une vague qui se renouvelle. Mais en même temps, c'est une alerte parce que si cette jeunesse n'est pas formée, n'est pas bien soignée, vous voyez un peu l'effet de revers. De notre côté, ça peut être une bombe démographique. Mais il y a plus de chances que ça soit orienté vers des opportunités de productivité. Mais il y a cet enjeu-là. En tout cas, c'est un problème crucial, le problème de l'emploi des jeunes. Hein. On peut dire que c'est le problème fondamental. Hein. Ça fait ses effets et les pouvoirs généralement ont des problèmes. Mais dans ce cadre-là, on a relevé également, du point de vue toujours des résultats, que les femmes représentent 54% des chômeurs. C'est bien cela? Oui, là aussi, il faut faire attention sur le chiffre. Sur l'interprétation du chiffre. Parce que on en parlait tout à l'heure sur le PIB. Il y a une question de définition qu'il faut toujours avoir en tête. Le BIT a une approche du chômage qui est différente de l'approche qu'on a pour le recensement, où la question qui est posée à l'individu, c'est de savoir quel était son niveau d'occupation dans les 12 derniers mois. Est-ce que la personne était occupée? Est-ce qu'elle cherchait de l'emploi? Est-ce qu'elle était élève, étudiant, etc. Donc, quand on en sort avec 25,7% de chômeurs, il faudrait le replacer dans cette perspective. Ce que je relève ici, c'est qu'il y a une part importante de la population inactive qui est en majorité féminine, constituée de femmes au foyer. Oui. C'est ce que vous avez voulu dire. C'est ça. Donc, dans les modalités, vous pouvez dire « je suis occupé au foyer ». Donc, chacun pourra l'interpréter comme il veut. On peut être très restrictif et dire qu'on les classe dans les chômeurs. D'autres vous diront non seulement il ne faut pas les classer dans les chômeurs, mais il faut valoriser en réalité ce qu'ils font dans les ménages. Et ça devrait pouvoir même être intégré dans le PIB. Voilà. D'accord. Ce qui est constant concernant la répartition par sexe, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. On relève ici 50%, 50,1% contre 49,9% d'hommes. C'est constant. Ça, c'est généralement observé un peu partout. La marge n'est pas très significative. C'est vrai, c'est vrai. Et on nous a posé cette question. Il est vrai que pour ce recensement-ci, dans le décompte, dans le calcul de cet indicateur, on a inclus les ménages collectifs. Donc on a inclus les ménages collectifs et on a inclus la population flottante, disons la population comptée à part et la population flottante. Et la population comptée à part, c'est généralement donc tous ces Sénégalais qui vivent dans les casernes, qui sont dans les prisons, et en général c'est une population beaucoup masculine. Et cette fois, dans le cadre de ce recensement, ils ont été inclus. C'est peut-être en partie ce qui explique ce rapprochement.
mais il y a d'autres facteurs dans la mortalité des enfants qui fait qu'il semble y avoir un rattrapage des hommes, des personnes qui... Absolument, parce que moi c'est un point de vue personnel en tout cas, c'est une surprise. Cette marche-là, je croyais les femmes beaucoup plus nombreuses que les hommes. C'est vrai. 49 contre 50. Et là, ça demande donc des études un peu plus approfondies pour voir ce qui s'est passé, mais ces deux facteurs-là peuvent expliquer beaucoup de choses. La population comptée à part, qui est cette fois-ci incluse, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nos services vont regarder de près. D'accord. Alors en termes d'implication, on en revient concernant la politique économique des pouvoirs publics aujourd'hui en place. On sait que l'objectif c'est de tirer le Sénégal vers l'émergence. Alors comment les autorités peuvent tirer profit des résultats que vous venez de délivrer aujourd'hui? Alors, c'est ce que je reviens à ce que je disais sur la relation entre les mutations démographiques et le plan Sénégal émergent. Et c'est d'ailleurs heureux que le plan Sénégal émergent soit calé sur cet horizon de 20 ans. C'est très important parce qu'avant on avait des planifications à 5 ans, mais là ça nous permet véritablement de faire la synergie entre ce qui se passe au niveau de des mutations démographiques et ce qu'on veut faire en termes de transformation structurelle de l'économie. Je pense que les autorités sont très conscientes de la place que l'investissement joue dans les performances économiques et quelque part en tout cas c'est ma compréhension du plan Sénégal émergent, tourne autour de cette attraction des investissements directs étrangers orientés surtout vers les zones économiques spéciales pour l'exportation, donc pour la production, disons donc pour la promotion des secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre. Et c'est là où je pense que les résultats de ce recensement peuvent être mis à profit. D'abord, la jeunesse de la population donne des indications sur ce besoin de promouvoir donc ces secteurs économiques à haute intensité de main-d'œuvre. J'ai entendu souvent le Premier ministre parler de cette initiative de délocalisation de certaines industries chinoises qui pourraient donc créer des industries dans le textile, dans la fabrique de chaussures, etc. Et l'avantage de ces secteurs, c'est que la formation professionnelle qu'elle requiert n'est pas très intense. Donc, si vous voulez former quelqu'un dans la coupe, la confection, etc., dans les machines, parce que ces industries maintenant fonctionnent sur la base du numérique. Il faut savoir utiliser l'ordinateur. Mais c'est des formations de courte durée. En 6 mois, maximum 1 an, quelqu'un peut être formé. Donc nous avons une abondance de main-d'œuvre et si on peut, disons, attirer ces investissements directs étrangers dans ces secteurs comme le textile et la fabrique de chaussures, etc., c'est quelque chose qui peut être enrichissant. Et l'agriculture dans tout cela? Je lis dans le document qu'au Sénégal, on compte 755 532 ménages agricoles. C'est ça. Et il s'agit généralement de petits exploitants. Voilà, là aussi... Alors qu'on veut ici une agriculture moderne. Oui, c'est ça. Donc c'est 45, pratiquement 46% des ménages qui sont des ménages agricoles. Et sachant l'orientation du gouvernement en matière agricole, je pense que c'est tout trouvé. Et c'est un peu aussi la raison pour laquelle
ces données de structure dans le cadre du recensement sont importantes. C'est ça qui va nous permettre d'aller plus en profondeur pour mieux comprendre donc les tailles des superficies emblavées, etc. Il faudrait d'abord qu'on aille dans l'étape suivante du recensement des enquêtes approfondies sur l'agriculture et sur l'élevage. Et on se rendra compte que on se positionnerait dans un environnement qui faciliterait le management de de ce secteur agricole qui devrait pouvoir capter une grande majorité de cette jeunesse. Il faudrait donc la former dans les métiers agricoles, mais en même temps, il faudrait aussi attirer l'agrobusiness dans ces zones agricoles. Dans le nord, on parle de 240 000 hectares qui sont disponibles. Oui. Et comment combiner disons l'agriculture familiale et l'agrobusiness, c'est toute la question, mais il est clair qu'il faut des investissements massifs pour capter cette jeunesse en abondance. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Ababacar Sadikh Bey. Merci vraiment de venir à cette émission. J'avais envie de vous poser une question concernant les sondages politiques. C'est pas votre affaire? Non, c'est pas vraiment notre affaire. L'ANSD opère dans le cadre de la production de statistiques publiques. Statistiques publiques pour les besoins de tout le monde, donc les pouvoirs publics, le secteur privé, la recherche, le grand public, etc. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour partager avec nous ces résultats du recensement général de la population, de l'habitat, et cette fois de l'agriculture et de l'élevage, la composante importante qui a été détaillée ici. Merci beaucoup Ababacar Sadikh Bey, merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'émission Point de vue. À dimanche prochain pour un autre numéro.